Compensation écologique, mais d'abord une question qui fait directement suite à celle qu'on évoquait tout à l'heure sur les zones d'activité, puisque nous allons maintenant parler des zones d'activité commerciales. Faut-il encore accorder des autorisations d'extension ou d'implantation pour les grandes surfaces commerciales? Depuis les années 50, vous le savez, la grande distribution n'a cessé de se développer et de se diversifier. Elle a imposé un modèle dominant de commerce de détail. Elle a aussi, ce faisant, façonné les paysages urbains. Cette suprématie touche peut-être à sa fin face au développement du e-commerce notamment. À quoi faut-il s'attendre désormais? C'est ce que nous allons voir avec Carole Bogart, qui est la directrice de l'agence d'urbanisme de l'Artois, un territoire qui abrite 650 000 habitants, des territoires ruraux, mais aussi l'ancien bassin minier du Pas de Calais. Un élu, Dominique Bonneau, qui est maire adjoint de Soissons, premier adjoint, en charge de l'administration générale des finances et du développement économique, même si vous me l'aviez précisé, ça a été transféré à la communauté d'agglomération du Grand Soissons, dont vous êtes vice-président. Soissons, c'est la sous-préfecture de l'Aisne, 28 500 habitants, le Grand Soissons, 52 000 habitants, avec un bassin d'emploi d'environ 100 000 personnes. Jean Girardon est également avec nous, il est maire de Mont-Saint-Vincent dans Saône-et-Loire, et c'est en qualité de président de la Commission nationale d'aménagement commercial qu'il est avec nous aujourd'hui. La Commission nationale d'aménagement commercial, c'est l'instance de recours des commissions départementales d'aménagement commercial. Philippe Petitpré, enfin. Philippe Petitpré est aujourd'hui consultant en urbanisme commercial à travers la société Urbo. C'est un ancien fonctionnaire du ministère de l'Équipement, un ancien élu de la métropole lilloise, et aussi et surtout en l'espèce l'ancien patron, l'ancien directeur de l'aménagement et de l'urbanisme du groupe Auchan, et vous avez à ce titre-là supervisé le développement du parc immobilier de cette enseigne qui représente 2000 hectares de surface, et vous annoncez foncière, hein, ouais, foncière. 2000 hectares donc de foncier pour le groupe Auchan. Philippe Petitpré qui, cher monsieur, annonce un bouleversement dans le secteur de la grande distribution. Que se passe-t-il et que pourrait-il se passer encore demain? Oui, pour avoir vécu pendant 30 ans dans la distribution, même en étant dans l'immobilier, je constate que depuis quelques années, il y a un bouleversement au sein même des distributeurs. Vous avez tous les jours dans la presse des informations des grands groupes de distribution, notamment avec les hypermarchés qui souffrent énormément sur leur chiffre d'affaires. Et donc ces grands groupes, quels qu'ils soient, hein, c'est malheureusement la situation actuelle pour eux. Ils perdent du chiffre d'affaires, ils perdent du client, ils perdent de l'attractivité. Et donc ces locomotives dans les zones commerciales vont amener à ce que ces zones commerciales elles-mêmes vont perdre de l'attractivité. En même temps, vous avez le consommateur qui a complètement modifié son mode d'approvisionnement. Vous avez les générations Y et Z, et j'ai même lu récemment la génération Coco, hein, le coworking, la colocation, la covoiture, la co-construction. Oui, non, c'est pas celle qui tourne à la cocaïne. Il y en a une. Mais ça peut aussi. Elle a vieilli. Ça peut aussi. Et donc cette génération consomme différemment, totalement différemment, et donc privilégie beaucoup plus le e-commerce aux dépens du commerce physique, malgré que la profession dit que les deux se combinent. Ils appellent ça le physital. Il y a quand même une perte d'attractivité et de fréquentation de ces centres commerciaux. Et puis vous avez les nouveaux rentrants sur le marché, vous avez les commerces de proximité, les petits formats qu'on dédaignait il y a 20 ans quand on les a vus arriver en France, les Lidl et les Aldi, qui se sont modernisés, qui sont de plus en plus fréquentés parce qu'ils ont transformé leur magasin. Et puis il y a aussi des sociétés comme Colruyt, que vous connaissez peut-être pas, mais c'est une société belge qui est en train d'envahir le nord de la France, et je les ai vus il n'y a pas très longtemps dans le Jura. Et puis l'américain Costco qui débarque sur le marché français, c'est de la vente de produits
dans des grands bâtiments sous forme de réserve. Vous rentrez dans des réserves et vous achetez vos produits. Donc tout ça fait que le consommateur a complètement modifié son comportement d'achat et ceux qui étaient bien en place, bien assis, sont en train de perdre de la perte de vitesse. Et c'est vrai dans l'alimentaire ou dans les grandes surfaces généralistes, mais c'est vrai aussi pour des spécialistes. Vous citiez notamment le secteur du jouet qui, pour le coup, là, souffre très sévèrement. Oui, et puis c'est des cycles qui vont de plus en plus vite. Le temps de l'aménagement est un temps long, le temps du commerce est un temps court. J'ai installé le premier Toys R Us en France en 89 dans la zone de Noyelles-Godault, dans le Pas-de-Calais. 30 ans plus tard, cette société a été vendue à Pickwick, à un de ses concurrents. Jamais j'aurais imaginé qu'un leader américain qui arrivait sur le marché français disparaîtrait 30 ans plus tard. C'est incroyable. Je parlais aussi des drives. J'ai vu arriver, ma société a créé les premiers drives en 2005. En 2019, malgré que le législateur a voulu faire en sorte que ça soit un peu plus régulé, c'est aussi un marché qui est en train de basculer. On ferme des drives aujourd'hui, il y en a de trop, et donc il y a une régulation par le marché qui est en train de se faire. Donc il y a voilà, des enseignes importantes, et puis des enseignes aussi qui se mettent sur un second marché, c'est-à-dire comme Kiabi, ne vend plus uniquement que des vêtements neufs, mais va ouvrir des magasins de vêtements d'occasion. Il y a un marché de l'occasion. Je ne sais pas si vous constatez, mais la génération des jeunes de 20-30 ans ne sont pas très gênés, ils sont très à l'aise à vendre sans arrêt par Internet leurs vêtements, et c'est un nouveau marché qui est en train de s'ouvrir. Alors ça, c'est la description de ce qui se passe à l'échelle nationale et peut-être même européenne d'ailleurs. Carole Bogaert, vous êtes livré, vous êtes posé en vérité la même question, c'est-à-dire quelles sont les évolutions du commerce, mais à l'échelle du territoire dont vous avez la charge. Qu'est-ce que ça donne? Quels sont les impacts sur le territoire de ce retournement du marché qui vient de nous être décrit? Alors sur ce qu'on a constaté effectivement dans le cadre d'une réflexion qu'on a menée sur une bonne année avec l'ensemble des acteurs du territoire, et d'ailleurs on a bénéficié de l'expertise de M. Petitpré dans nos travaux, 115 000 mètres carrés aujourd'hui de surface commerciale vacantes sont constatés à l'heure où on se parle sur le territoire. Donc c'est un bilan, un chiffre 2019 avéré, donc qui ont disparu, alors qu'en même temps à peu près 350 000 mètres carrés de surface commerciale s'implanter, donc nouvelle. Donc on voit que le rapport pour 1000 mètres carrés implantés, un peu plus de 325 ou 350 mètres carrés de vacances créées, ça veut dire qu'effectivement les questions de concurrence et les phénomènes qui viennent d'être exposés par Philippe Petitpré sont déjà à l'œuvre sur les territoires et démontrent qu'effectivement il y a lieu de s'interroger rapidement sur le devenir de ces espaces pour les recycler, pour les remettre dans le processus de l'aménagement du territoire au service des populations. Jean Girardon, de là où vous êtes, c'est-à-dire la présidence de la Commission nationale d'aménagement et du commerce, vous êtes bien placé pour observer des tendances. Est-ce que les grandes enseignes continuent à chercher à s'agrandir ou est-ce que ça bouge? Écoutez, hormis quelques dossiers exceptionnels comme celui de la gare du Nord qu'on va voir la prochaine fois, ce qu'on constate, c'est finalement une diminution des surfaces demandées. Autrement dit, il y a quelques années, à la CNAC, nous avions 4, 5, 6 000 mètres carrés de surface de vente qui étaient donc proposés. Aujourd'hui, on est plutôt sur des formats de 1500 à 2000. Autrement dit, on voit que globalement, aujourd'hui, la création de mètres carrés supplémentaires dans les grandes surfaces se fait plutôt à un niveau moindre que celui qu'on constatait il y a quelques années. Et puis, ce qu'on voit aussi, c'est que souvent, ces nouvelles surfaces sont des extensions. Et je dois dire qu'on est de plus en plus attentif, et c'était dit ce matin, à cette économie de l'espace et faire en sorte que, on n'artificialise pas des sols. Nous avons donc des critères, puisque la loi, le Code de commerce, l'article 752-6, nous donne 3 types de critères. Les critères liés à l'environnement. Donc là, effectivement, on regarde l'insertion paysagère, mais on regarde aussi les économies d'énergie. De plus en plus maintenant, dans les dossiers qui nous sont présentés, nous avons du photovoltaïque sur le toit, ou quelquefois des ombrières en photovoltaïque et le toit couvert de terre végétale. Nous avons bien sûr des isolations qui sont conformes à la législation actuelle, la RT 2012. Et puis,
nous essayons aussi de voir, ça c'est un peu plus compliqué, l'imperméabilisation des sols, notamment des parkings. Alors il y a des enseignes qui sont plus en pointe que d'autres. Il y a également, au niveau des parkings, on a maintenant de plus en plus des parkings en silo. Et donc pour nous, ce sont des points positifs. Mais il est clair que en l'espace, moi je siège à la CNAC depuis 4 ans, on voit bien quand même qu'il y a une évolution qui se fait, qui est liée à l'évolution générale de l'environnement du commerce, avec le e-commerce qui se développe, etc. Et du côté des maires qui sont les premiers, qui sont peut-être les plus influents dans ce domaine, quelle est leur posture? Est-ce qu'elle a évolué? Est-ce que très favorables à l'implantation de grandes surfaces, ils sont passés à plus réservés? Ou est-ce que rien n'a changé dans ce domaine? Si, je pense qu'il y a quand même une évolution, même si on le constate, mais de manière encore heureusement marginale. Ce qui peut poser problème pour nous, CNAC, c'est quand les élus du territoire ne sont pas d'accord entre eux. Et c'est le cas parfois entre la commune d'implantation de la grande surface et la présidence de la communauté, surtout lorsque ce ne sont pas les mêmes personnes. Bon, mais c'est quand même assez marginal. Ce qu'on constate de plus en plus, c'est quand même qu'il y a une réflexion qui se fait, d'abord parce que les SCOT, vous le savez aujourd'hui, ont un volet artisanat et commerce obligatoire, et ce qui fait que la localisation des activités, notamment commerciales, doit se faire dans les ACOM, et nous avons donc pour nous, quand on a à examiner un dossier, la première chose qu'on regarde, c'est si c'est conforme ou pas, enfin compatible ou pas, pardon, excusez-moi, c'est pas de la conformité, c'est de la compatibilité, si c'est compatible avec le SCOT ou pas, et si ça ne l'est pas, bien évidemment, on ne va même pas plus loin dans l'analyse, on considère que le dossier n'est pas recevable. Excusez-moi, j'étais en train d'inventorier mes questions, pardon. Dominique Bonneau, en tant que premier adjoint au maire, vous avez été saisi au moins à 2 reprises par des commerçants qui voulaient se réorganiser. Quelle est votre politique en la matière? Là, je parle de votre vision générale sur ces sujets. Et après, sur les dossiers que vous avez eu à traiter, quelle a été votre analyse, pour le coup, précise? Bonjour à toutes et à tous. Soissons, vous l'avez dit tout à l'heure, un peu moins de 30 000 habitants, l'Agglo 55 000, le bassin de vie 100 000 habitants. Aujourd'hui, le commerce, c'est une vision d'élu, le commerce en périphérie est chez nous arrivé à saturation. On a 3 zones commerciales d'importance, dont la dernière date à peu près de 2010. Et il y a une vraie volonté politique de réorienter les efforts, de concentrer les efforts sur le commerce de cœur de ville. C'est pas au détriment du commerce périphérique, mais on veut retrouver un équilibre, et aujourd'hui, en tous les cas, à Soissons, je vous cache pas, je pense que ce n'est pas qu'à Soissons que c'est comme ça, il y a un vrai déséquilibre. Donc aujourd'hui, la municipalité, depuis 2014, met tous les feux, si je puis dire, sur le commerce de proximité et en cœur de ville. Ces sujets-là, ils ont été travaillés, je vous l'ai dit, depuis maintenant 6 ans, avec un projet de redynamisation de cœur de ville, un projet à la fois urbain et à la fois humain, sur différentes thématiques, l'habitat, les espaces publics, les équipements publics, la valorisation du patrimoine et bien entendu le commerce. Ça veut dire que quand le gouvernement a lancé en 2018 le dispositif Action Cœur de Ville, où 222 villes ont été retenues, dont Compiègne, dont Soissons, nous étions prêts. Donc aujourd'hui, et je ne sors pas du sujet, la ville mène une action, un plan commerce Cœur de Ville, 2 millions d'euros sur 3 ans. Pour le coup, on a un dispositif FISAC pour les aides aux commerçants et aux artisans. On a un office du commerce, on a recruté un manager de cœur de ville, on accompagne les commerçants de proximité en leur donnant des subventions à hauteur de 50% maximum de leur taxe foncière. Il y a une commission, un fonds d'indemnisation aux travaux parce que la ville est en train de bien évoluer. Il y a des animations le samedi matin en ville. Donc là, je comprends bien que je m'éloigne un tout petit peu du commerce et du foncier, mais en fait, pas du tout. La politique, c'est faire des choix, c'est être cohérent. Et à partir du moment où on décide de mobiliser beaucoup d'argent public, de l'État, avec du FISAC ou avec Action Cœur de Ville, de la région, de la Banque des Territoires, pour redynamiser notre cœur de ville, on va être franc, on ne peut pas favoriser le développement du commerce en périphérie.
Et pour le coup, je pense que ce n'est pas la seule vision de la ville de Soissons. Je ne sais pas s'il y a des élus régionaux dans la salle ou des représentants de l'administration du Conseil régional des Hauts-de-France. La région a lancé un appel à projet en début d'année 2019, revitalisation centre-bourg. Ça concerne les communes qui sont sous les radars d'Action Cœur de Ville, c'est-à-dire peu ou prou des communes de moins de 10 000 habitants. Donc la région va aider à la revitalisation des commerces en centre-bourg. Dans l'appel à projet de la région, il est demandé clairement une délibération des communes qui s'engagent à ne pas favoriser le développement du commerce en périphérie. Donc, tout ça, c'est quand même des actes forts. C'est connu de la population, ces politiques-là, et si ça l'est, est-ce que c'est accepté ? Oui, c'est connu parce que la ville change et puis pour le coup, il y a quand même beaucoup d'argent public, encore une fois, donc au bout du bout, c'est l'argent des contribuables. Après, on ne souhaite pas forcer ou faire évoluer la façon de consommer des habitants. Après, si le cœur de ville est plus agréable, s'il y a une offre en cœur de ville, les gens vont peut-être revenir en cœur de ville et moins aller sur les zones périphériques le samedi après-midi, ou une ville de 30 000 habitants, Soissons, le samedi matin, il y a le marché, donc la ville est pleine. Le samedi après-midi, il y a quand même beaucoup moins de monde qu'il y a 10 ans ou 20 ans en cœur de ville. Vous avez eu 2 dossiers, un qui était une enseigne de la grande distribution alimentaire principalement, et une autre affaire qui concernait plutôt un cinéma, là, pour le coup. Et vous m'avez dit, il y en a une qui n'a pas marché, l'autre qui a parfaitement fonctionné. Ouais. Pouvez-vous nous décrire, s'il vous plaît, ces 2 dossiers, nous dire l'analyse qui a été la vôtre et le bilan que vous tirez de votre politique en la matière? Ouais, on va être dans l'exemple. Donc le premier, la volonté politique du maire qui n'a pas été suivie des faits. Je vais regarder le président de la commission nationale. Une demande est arrivée d'une enseigne discount présente déjà à Soissons en zone périphérique, 900 mètres carrés dans l'alimentation et une demande pour passer de 900 à 1500 mètres carrés. Je vous ai tout à l'heure brossé les enjeux et le territoire et le nombre d'habitants. Donc 600 mètres carrés dans l'alimentation supplémentaire, ça nous paraît beaucoup, d'autant plus que dans le cadre de la candidature FISAC, il y a 3 ou 4 ans, une étude préopérationnelle avait été menée, et pour le coup, l'évasion au niveau du secteur de l'alimentation était très faible sur le Soissonnais, donc on estime que l'offre est présente. Petit 1. Petit 2, il y a une locomotive en cœur de ville de Soissons, une enseigne dont le nom commence par M et finit par X, qui doit être aussi présente à Compiègne et qui peut un petit peu souffrir, mais comme dans des villes de notre taille. Donc pour le coup, le maire, lors de la CDAC et avec les autres élus, et là pour le coup il y avait unanimité, a retoqué le projet. Bien entendu, comme elle en avait le droit, l'enseigne a fait un recours auprès de la CNAC et pour le coup la ville a été déboutée. Donc ça, c'est plutôt... Pardon, juste une interruption pour que le président nous dise comment la commission passe outre la volonté politique, en l'occurrence. Est-ce que c'est simplement sur des fondements juridiques? Est-ce que le dossier était juridiquement mal fait? Ou est-ce que vous appréciez différemment la situation à l'échelle nationale? Pourquoi est-ce que en appel... Si vous voulez, alors déjà, peut-être dire rapidement ce qu'est la CNAC. Nous sommes 12, et j'ai mes anciens collègues qui est ici dans la salle. Nous sommes 12, donc, venant de 3 horizons différents. Il y a les grands corps de l'État, donc un conseiller d'État, un inspecteur général des finances, un conseiller maître à la Cour des comptes et un inspecteur général du développement durable. 4 personnalités qualifiées, une nommée par le président de l'Assemblée nationale, une nommée par le président du Sénat, une autre nommée par le ministre du Commerce, une autre par le ministre de l'Urbanisme. Et puis 4 représentants des élus, l'AMF, dont c'est moi qui représente l'AMF, l'ADF, l'Association des départements, l'Association des régions et l'Association des communautés. Alors, comment nous faisons? Si vous voulez, les choses sont simples. On a effectivement en l'occurrence, bon, je ne me souviens plus exactement du dossier, il y a combien de temps C'est assez récent, premier semestre 2019. 19, d'accord, donc c'était effectivement... Donc qu'est-ce qui se passe? Donc nous avons... il y a l'instruction du dossier qui se fait par la Direction générale des entreprises du ministère des Finances, et nous entendons les avocats, et nous avons, nous, bien évidemment, parce que nos décisions sont également susceptibles de recours auprès des tribunaux.
les cours administratifs d'appel et le Conseil d'État. Donc nous, ce qui est notre Bible, si je puis dire, c'est le Code de commerce et l'article 752-6 qui donne les éléments à partir duquel nous devons nous prononcer. Bien sûr, il y a la compatibilité ou pas avec les documents de... Et là, j'allais dire... Oui, donc vous jugez en droit, c'est-à-dire que oui. L'opportunité politique et la cohérence de la stratégie des maires, c'est pas votre sujet. Pas complètement. Nous l'occultons pas complètement parce que les élus sont invités à venir présenter leurs observations. Alors je ne sais pas si en l'occurrence vous étiez présenté ou pas. Il est clair que lorsqu'un dossier qui vient d'une CDAC, et bon, il faut bien dire que la plupart du temps les CDAC effectivement accordent, mais il arrive qu'elles refusent. Mais c'est très rare quand elles refusent que le dossier remonte jusqu'à nous. Sauf quand l'enseigne estime qu'elle a de bons arguments juridiques à faire valoir et qu'elle ne manque pas de faire valoir, au moins par ses avocats, devant notre instance. Et si les élus, qu'on entend bien évidemment, nous expliquent que c'est dans une vision, etc., là, en l'occurrence, si ma mémoire ne me trahit pas, parce que bon, on envoie quand même pratiquement 25 dossiers par mois. Donc, non, mais c'est parce que Philippe Bonneau n'a pas voulu vous dire le nom de l'enseigne. Non, mais j'ai compris. Non, mais je sais très bien l'enseigne qui a moins de 1000 mètres, qui passe à plus de 1000 mètres. On la connaît en ce moment. On a des dossiers toutes les semaines, toutes les fois, 2 ou 3 dossiers. Bon, mais si vous voulez, ce que je veux dire par là, c'est que nonobstant le fait que, vous l'avez dit, Soissons est en opération cœur de ville. Pour nous, souvent, le fait qu'une opération cœur de ville est un élément rédhibitoire. En l'espèce, ce n'est pas une création absolue, puisque c'est en fait le déplacement de moins de 900 mètres, donc qui a été créé sans autorisation d'exploitation commerciale, puisqu'à moins de 1000 mètres carrés, on n'a pas besoin de cette autorisation. Donc là, on passe au-delà de 1000 mètres. Et donc, sur un site, j'imagine, différent, dès lors que le site abandonné ne risque pas de devenir une friche, ce qui ne doit pas être le cas, et que le site proposé n'est pas trop éloigné du site ancien, parce qu'il faut aussi que pour le consommateur, il n'y ait pas un éloignement du centre-ville. On n'a pas de raison objective de refuser. Si vous voulez, il y a les éléments de refus, c'est incompatibilité avec le SCOT. 2, en cas de ce que vous évoquiez, s'il y a la création d'une friche commerciale, donc là, on dit non. Mais s'il n'y a pas de création de friche commerciale, si le déplacement du magasin ne s'opère pas dans des distances de plusieurs kilomètres, on n'a aucune raison objective, parce que nous-mêmes, nos décisions peuvent être susceptibles de recours devant le Conseil d'État. OK pour ce dossier. Deuxième dossier, là, c'était une affaire de cinéma. Oui, où là, pour le coup, le résultat, mais ce n'est pas terminé, est plutôt positif. Le cinéma à Soissons est en cœur de ville, il est dans un bâtiment art déco de 1930, mais pour le coup, il est plus adapté, notamment en termes d'accessibilité. Les travaux au niveau financier seraient colossaux et pour le coup prendraient beaucoup de temps. Il est difficile quand même de supprimer l'offre cinématographique aux Soissonnais, aux gens de l'Agglo, ou même du bassin de vie pendant plusieurs mois, voire même plusieurs années. Je regarde le directeur de l'EPFLO parce que sur ce coup-là, vous avez été à nos côtés et on vous en remercie. Aujourd'hui, même si les potentialités du cinéma vieillissant ne sont pas poussées au maximum, c'est quand même 110 000 entrées par an. 110 000 entrées par an, 365 jours, ça fait 300 personnes en moyenne par jour qui donc alimentent les flux dans le cœur de ville de Soissons et qui potentiellement sont des clients pour les commerces du centre-ville. Donc le maire a vu passer en 2018 une DIA, puisque pour le coup il y avait un vendeur, il y avait un acheteur, tant pour les murs que pour le fonds de commerce. Et à demi-mot, on a su que le porteur privé, comme certains élus de la communauté d'agglomération du Soissonnais, souhaitait déplacer le cinéma et l'installer en périphérie de Soissons. Pour le privé, je comprends, hein, en termes d'accessibilité, c'est plus facile qu'en plein cœur de ville pour toucher en X minutes un rayon de population beaucoup plus important. Et donc, la volonté du maire, ayant peur de voir une 4e zone
on va dire à vocation ludique et culturelle, Oui, un multiplex se crée. avec des restaurants. C'est-à-dire, en gros, il y a un cinéma, et puis après, il y a un bowling, et puis après, il y a 3 restaurants, et puis après, il y a un commerce autour des loisirs, et puis pendant ce temps-là, vous déshabillez le cœur de ville de Soissons, alors qu'encore une fois, c'est le premier adjoint aux finances qui vous parle, il y a de moins en moins d'argent public, il n'y a pas un élu qui va me contredire, donc à partir du moment où il y a beaucoup d'argent public mis dans le cœur de ville de Soissons, ça serait absolument incohérent d'aller sur ce type de projet. Donc le maire a menacé, pour le coup je pense qu'il l'aurait fait, de préempter, encore une fois le PFLO aurait pu nous accompagner dans le portage, ça a permis de remettre autour de la table le vendeur et l'acheteur privé qui aujourd'hui travaillent désormais avec la ville de Soissons à un cinéma en cœur de ville et qui viendrait s'intégrer au projet urbanistique plus global de la ville qui est mené par l'architecte soissonnais Jean-Michel Villemotte. Une fois que j'ai dit ça, et s'il y a un nouveau cinéma dans quelques années à Soissons, le bâtiment Art déco actuel sera vide, et donc la volonté à ce moment-là, sans notion de calendrier et de délai très contraint, sera de bouger la bibliothèque médiathèque qui est aujourd'hui pas loin du cœur de ville, mais pas en cœur de ville, et de venir la mettre dans ce bâtiment, encore une fois en plein cœur de ville. Et une bibliothèque, une médiathèque, ça peut être aussi source de flux pour les commerçants du cœur de ville. Question pour Philippe Petitpré et Carole Bogart, et vous tous d'ailleurs. Est-ce que ce début de déprise de la grande distribution à la périphérie des centres est de nature à redynamiser le commerce en centre-ville? Parce que ce n'est pas du tout le même modèle. Il y a des analyses qui sont faites suivant la hiérarchie des villes. Si on parle des villes moyennes, moi je considère que s'il y a une perte d'attractivité dans le centre-ville, c'est en même temps la périphérie qui en souffre, parce que c'est tout un territoire beaucoup plus large qui est en déclin, et donc l'un ne peut pas compenser l'autre. Et ce qui est encore plus grave, c'est lorsque vous avez des vacances en centre-ville. Et je vous annonce qu'il y aura des vacances dans les zones commerciales périphériques et on va rentrer dans l'ère 2020-2030 où vous allez avoir... On va y venir à ça, mais je voulais juste interroger la thèse selon laquelle à empêcher le développement de la grande distribution en périphérie, on favoriserait le commerce de centre-ville. Il n'y aura pas de retour, parce que le coût de l'immobilier, on l'a entendu ce matin, on l'a entendu, si un boulanger ou un boucher sort aussi de la ville pour aller en périphérie, c'est parce qu'il y a un problème d'adaptation des activités dans le bâti existant des cœurs de ville et aussi un coût immobilier. Et si l'Internet se développe beaucoup plus, si les prix en Internet sont moins de 20%, c'est la partie immobilière de la marchandise qui représente l'immobilier, c'est 20%. Mais ça veut dire que selon vous, la redynamisation ou la réimplantation ou le développement de commerce en centre-ville, c'est un mythe ? Oui, malheureusement. Oui, je le dis. Même dans des grandes villes, je vois Lille aujourd'hui, quand je visite Lille régulièrement, je vois des linéaires commerciaux dans des rues qui régressent. Et donc, pour moi, c'est un mythe. Ou alors, il faudrait qu'un nouveau bouleversement du consommateur, qui, pour d'autres raisons, non pas en tant que consommateur, se réapproprie la ville, peut-être en tant que citoyen, en tant qu'urbain, se le réapproprie et retrouve ce qu'il souhaite dans la ville, c'est-à-dire un cadre de vie pour se distraire et consommer. Donc c'est une question de comportement des consommateurs et pas tellement de nature de l'offre des commerçants de centre-ville. Non. Ces emplacements ne sont plus bons, c'est ce que vous dites. Excusez-moi, je vais être très critique sur votre commune, mais vous êtes des villes qui représentent pour moi quelque chose. Quand j'allais à Soissons, puisque j'avais travaillé sur votre territoire il y a 15 ans ou 20 ans, je constatais quand même que le commerce de centre-ville était fermé entre midi et 14h. Et ça, dans le commerce, c'est presque interdit. Le commerçant il doit être à la disposition du client aujourd'hui. Et donc, quand vous avez des commerces qui fermaient le midi, c'est peut-être plus le cas maintenant, mais ils se sont fait un peu leur propre mort. Non, vous avez raison, on n'y arrivera pas tout seul. Sur l'immobilier, 2 secondes, on l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas beaucoup de communes pour l'instant qui le font, mais on assume le choix de redonner une subvention aux commerçants de proximité à hauteur de 50% de leur taxe d'habitation.
Et quand c'est le locataire qui paye la taxe foncière, pardon, pas la taxe d'habitation, la taxe foncière, quand le propriétaire l'a fait payer au locataire, pareil, ça rentre dans les clous. Donc on a compris ce problème-là, des loyers qui sont complètement déconnectés d'une réalité qui n'existe plus, pour essayer de les faire revenir en centre-ville. Sur la question posée, on ne fera pas revenir de grandes enseignes en cœur de ville, mais pour le coup, quand il y a un boulanger, Marie Blachère, pour ne pas le citer, couvre sur une zone d'activité, je ne vous cache pas que ça nous embête plus quand c'est une grande enseigne. Enfin, il y a des caves à vin sur des zones d'activité, on estime que la cave à vin, elle a peut-être plus sa place en centre-ville. Carole Bogart. Oui, je pense que la réponse, elle n'est pas si simple que ça. Il y a peut-être effectivement des difficultés à relocaliser certaines activités commerciales qui effectivement ont plus leur place peut-être parce que besoin de locaux adaptés, etc., qu'on ne trouvera pas un centre-ville. Mais pour autant, je pense qu'il faut, enfin en tout cas nous, ce qu'on a travaillé toute l'année dernière et regardé, c'est que les changements de comportement qui ont été évoqués, qui viennent de la population finalement, qui démontrent de nouveaux usages, de nouveaux besoins, une dimension servicielle adossée à l'acte d'achat qui est de plus en plus importante, c'est-à-dire certes on accède plus facilement au produit, à l'achat, le produit vient au client quelque part, alors qu'avant on faisait le déplacement pour aller au produit, puisqu'on allait dans les magasins physiques. Pour autant, il y a quand même une recherche importante des usagers et des nouveaux consommateurs qui cherchent quand même à retrouver, d'abord à avoir des services supplémentaires, donc adossés. Donc on a aussi du multiservice ou du multicanal qui se développe, et là pour le coup les centres-villes ont toute leur place pour jouer cette stratégie-là, pour offrir effectivement des tiers-lieux en même temps que des lieux de consultation, voilà, enfin, l'ensemble d'autres types de services. On voit aussi tout le déploiement des relais aujourd'hui colis qui amènent aussi de la fonctionnalité et de l'usage. Donc le regard des usagers et des pratiques des populations du territoire et de répondre à leurs aspirations et leurs besoins pour leur faciliter la vie, puisque c'est quand même finalement à chaque fois ce comportement ou cette réflexion que la grande distribution a été très coutumière, c'est-à-dire qu'elle anticipait les besoins des consommateurs pour pouvoir offrir et s'adapter tout de suite plus vite que les autres. Peut-être que les territoires et aujourd'hui les acteurs publics et privés, et donc pour évidemment dynamiser les centres-villes, auraient intérêt également à investir toute cette connaissance, parce qu'effectivement jusqu'à présent on était quand même assez démunis sur les besoins des populations sur un territoire pour leur faciliter la vie sur leur pratique d'achat. On revient au tableau quasiment apocalyptique qu'était en train de nous dépeindre Philippe Petitpré. Vous nous dites le modèle de la grande surface en périphérie, ou en tout cas de la très grande surface, souffre, concurrencé directement par le e-commerce. Est-ce que ce mouvement sera tel qu'on aura demain des friches commerciales, comme on a eu au 19e, enfin à la fin du 19e, des friches industrielles? Oui, alors au niveau de la grande surface, moi je considère, pour y avoir vécu pas mal d'années, je vois un peu les décideurs de ces hypermarchés qui ne savent pas trop dans quel sens aller. Aujourd'hui, tout hypermarché de plus de 10 000 m² n'est pas rentable et le client ne s'y retrouve pas non plus. Donc là, il y a un abandon, je dirais, une perte d'attractivité qui est claire. Et ils vont devoir réduire leur voilure et trouver des systèmes de substitution de leur surface de vente par d'autres enseignes spécialisées au sein même de la grande surface. Mais en même temps, ceux-là vont se transformer en galeries marchandes, en fait, c'est ce que vous dites. Des surfaces d'hypermarchés peuvent se décliner en galeries marchandes, ou alors des grandes marques type Primark vont intégrer l'hypermarché, ou même des spécialistes vont prendre des surfaces internes sous-louées dans l'hypermarché. Carrément à l'intérieur. Donc c'est une modification de l'organisation de l'hypermarché. Mais si l'hyper perd de son attractivité par le secteur de la bouche, de l'alimentaire, c'est en même temps autour de la grande surface qui perd de l'attractivité, et on va avoir de plus en plus, on a déjà de la vacance ponctuelle des magasins, surtout sur des zones commerciales démodées, obsolètes, mal desservies. Vous savez qu'on a produit beaucoup de lotissements commerciaux, ce qu'on appelle les corridors commerciaux, ont été faits avant la loi d'Oubin, avant la loi de 90, et donc il n'y avait pas d'autorisation.
Et il y a 500 corridors commerciaux aujourd'hui qui... Qu'est-ce que c'est un corridor commercial? C'est un linéaire commercial en entrée d'agglomération. Et donc ces ensembles commerciaux qui se sont développés de manière anarchique, pas contrôlés par des documents d'aménagement type lotissement ou ZAC, ont enlaidi nos agglomérations, parce qu'on est devant un tissu commercial démodé. Et donc ces 500 corridors commerciaux représentent, pensez bien, 35 000 hectares en France. C'est énorme, hein. Il y a donc un terrain d'intervention assez conséquent. Et donc on va voir apparaître des vacances commerciales dans ces lotissements commerciaux, mais on va aussi voir des enseignes qui vont fermer leur parc de magasins complètement. Et ça commence. Je parlais de Toys R Us, c'est pas fini, c'est les premiers. Et je pense que si on n'anticipe pas la reconversion de ces zones commerciales, on va devant des problèmes importants sur l'abandon de ces magasins squattés, dégradés, et qui vont accentuer le phénomène de paupérisation. Et alors, comment est-ce qu'on anticipe ça? Comment reconvertir ces magasins, ces futures friches en fait? Est-ce qu'il faut les démonter? Est-ce qu'elles peuvent avoir un autre usage en l'état? Alors moi je suis pour le permis de démolir obligatoire dès qu'il y a une vacance d'un bâtiment commercial. Il faut déterminer la durée, 3 ans, 5 ans. Il faut obliger le propriétaire à démonter. Sinon, ça va être la collectivité qui va devoir le faire, avec des coûts assez importants. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, au niveau des documents d'urbanisme, il faut anticiper. Il faut penser dès à présent, même si les zones commerciales actuelles sont encore en activité et on peut penser qu'elles fonctionnent correctement, il faut penser au plan B tout de suite par une évolution des documents d'urbanisme, notamment de plus, en désaffectant cette affectation commerciale et en le donnant une affectation plus générale qui peut être du bureau, du tertiaire, de l'activité et du logement. Et donc là, on amorcerait beaucoup plus vite la reconversion, parce que si vous additionnez le temps de réflexion des documents d'urbanisme plus le temps du ralentissement de la zone commerciale et de son déclin, plus le temps de la reconversion, vous faites comme pour les friches industrielles, ça met 30 ans. Donc, messieurs les élus, dès demain, vous revoyez votre plus, et toute zone commerciale, vous pensez, qu'est-ce que je peux y mettre à la place, si les marchés le permettent, dans le logement, dans les autres secteurs d'activité, et vous pensez à la reconversion. Une zone d'activité économique, comme nous l'avons dit ce matin. On va voir si vous dormiez, et en effet, oui, vous dormez. Avez-vous des questions, des observations, des objections? Il y en a plein, parfait. Madame d'abord, monsieur ensuite, puis madame. Et monsieur à la fin. On va les prendre dans l'ordre dans lequel elles se manifestent, si vous voulez bien. Bonjour madame. Merci, la sieste était bonne, comme vous le voyez. Non, c'était très intéressant. Madame Roland du Conservatoire du Littoral. Sur les zones du littoral, les tensions foncières sont énormes. Elles sont entre 2 et 3 fois supérieures au reste du territoire. Je suis tout à fait d'accord sur les constats qui sont faits sur les évolutions des centres commerciaux qui enlaidissent terriblement les entrées de ville. Je le répète. La France est la première destination touristique au monde sur son littoral en l'occurrence. On est moins fiers aujourd'hui de certains secteurs. C'est le pareil dans le reste du territoire métropolitain. J'ai une petite suggestion qui peut peut-être paraître iconoclaste. On est aujourd'hui à la recherche potentielle de zones de mesures compensatoires en faveur d'aménagements potentiels. On le cherche dans tous les sens. C'est un des points d'entrée de l'approche zéro artificialisation nette. Pourquoi ne pas songer à catégoriser ces territoires de futures friches comme des zones de compensation potentielles de restauration, ou 2, comme des zones mixtes de densification des zones d'activité comprenant des zones de compensation, c'est-à-dire de mêler véritablement la mutation des aménagements vers potentiellement du logement, de l'artisanat ou du commerce,
en y mêlant à nouveau de la nature. Parce que ce qui manque dans ces territoires, dans ces zones-là, c'est quand même prodigieusement de la nature. Et je vais jusqu'au bout de ma réflexion, c'est que sur les territoires littoraux, l'agriculture fonce et est rapatriée sur les espaces naturels et forestiers car elle est poussée par l'urbanisation. Et aujourd'hui, on recherche des territoires de mesures compensatoires dans des espaces naturels, agricoles et forestiers existants. Donc plutôt que de les caler sur les espaces naturels et forestiers, ces mesures compensatoires, plutôt allons vers des espaces qu'on sait qui vont partir en friche. Alors, on reviendra tout à l'heure dans le détail sur cette affaire des compensations environnementales, mais merci Madame de cette question. Qui est-ce qui veut réagir là-dessus ? Oui, ben moi je veux bien réagir. Non, mais vous avez raison, c'est une des pistes de réponse possibles, mais elle n'a de sens et de réalité que si elle s'inscrit dans finalement un projet stratégique et d'aménagement global du territoire. Donc ça peut être une réponse, mais ça ne peut pas se décréter systématiquement pour chaque zone parce que ça dépend de son inscription. Chaque territoire est différent, chaque stratégie doit normalement être adaptée aux besoins des populations. Ce matin, j'entendais le représentant de l'État porter la responsabilité de ces régulations sur ces enjeux fonciers et stratégiques aux responsables et aux élus locaux sur les territoires à partir d'outils de planification, de régulation qu'on a évoqués. Donc si effectivement ça s'inscrit, ça peut être des mesures effectivement qui pourraient tout à fait se décliner, comme on pourrait aussi imposer, c'est le cas d'ailleurs dans certains DAC qui maintenant sont obligatoires, enfin en tout cas s'inscrivent maintenant dans une prescriptivité dans les schémas, dans les SCOT, et bien par exemple d'obliger les préconisations de démolition systématique dès qu'il y a un retrait d'une grande enseigne sur un site. Enfin, il y a plein de dispositifs possibles, mais tout ça doit être inscrit dans une stratégie globale au bénéfice de l'ensemble du territoire et de toutes ces activités dans tous les domaines. Philippe Petitpré, et si vous me permettez d'élargir un peu la question que posait Madame, est-ce que c'est possible économiquement réaliste plus exactement, et peut-être même environnementalement, de reconvertir des zones qui ont été conçues, dont les bâtiments ont été conçus pour le commerce, qui sont entièrement artificialisés, avec du goudron, parfois des stations-service ou des activités pour le moins polluantes. Alors revenir à l'état naturel de ces zones commerciales, ça me paraît excessivement difficile. Ça peut se tenter, mais je veux dire, il y a quand même... c'est imperméabilisé à 100%, c'est de l'immobilier qui coûte quand même un certain coût. Ça me paraît difficile. Par contre, pour compléter la réflexion de ce matin, avant toute extension et consommation de zones naturelles, pour quelque raison que ce soit, logement, bureau, développement de la ville, je pense qu'avant de penser à ces zones-là, il faut absolument regarder les zones d'activité économique et les zones commerciales. Et voir si on ne peut pas en priorité, et on doit en priorité, repenser les nouveaux projets de développement urbain, de faire ces entrées de ville des véritables enjeux de projets urbains, où on recompose toutes les activités de la ville dans ces linéaires commerciaux, et il y a moyen de le faire. Je peux vous dire qu'il y a déjà des opérateurs qui s'y mettent. Il y a 3 grands opérateurs nationaux aujourd'hui qui se sont lancés dans ce nouveau domaine d'activité, de reconversion de zones commerciales pour y intégrer, pour y mettre du logement, du bureau, des équipements publics, et tout ça, enfin, on refait de la ville sur des zones commerciales. Tout à fait d'accord sur cette piste ou ces préconisations, à ceci près qu'effectivement, pour revenir à mon propos précédent, s'inscrire dans tout ça dans un projet stratégique, ça suppose de s'intéresser aux dynamiques territoriales et le tendanciel. Donc si effectivement la démographie et le développement économique permet de recycler, de redonner une seconde vie, si je puis me permettre l'expression, à ces zones, pourquoi pas. Mais quand on est dans des territoires, je pense par exemple à celui sur lequel nous travaillons en tant qu'agence, on a une évolution démographique, des dynamiques démographiques qui sont de l'ordre, sur les 15 dernières années, de l'ordre de 1%, ce qui est quand même très faible en termes de dynamique démographique. Sur le plan de l'emploi, on est en gros sur ces mêmes périodes à plus de 2%, et on a vu dans la même période plus 25% de surface
commerciale sortie de terre. Et je vous passe les autres surfaces. Jean Girardon, donc, si vous voulez dire un mot, et puis ensuite on prend la deuxième question, mais vous aurez l'occasion de compléter à l'occasion Oui, de la... moi je pense que cette question, il faut vraiment la situer dans sa globalité. Et le seul élément qui permette une réflexion prospective et finalement de la traduire dans l'action, c'est le SCOT. Et je pense que, surtout maintenant, comme vous l'avez dit, que tous les SCOT devront avoir un volet artisanat et activité commerciale, c'est là que les élus doivent... Alors, bien évidemment, en plus, le SCOT, il a le mérite d'obliger une réflexion sur un territoire qui est quand même assez vaste et qui permet donc de lui trouver différentes fonctionnalités et de les harmoniser les unes envers les autres. Et donc, à mon avis, sur ce plan-là, alors ça peut être un peu pieux, mais déjà la réflexion doit conduire à une amélioration qualitative des SCOT et qui soient les vrais documents de la perspective du territoire dans sa globalité. Monsieur, puis madame. Merci. Je voudrais pas réagir, mais faire un commentaire par rapport à ce qu'a dit tout à l'heure monsieur l'adjoint de Soissons en ce qui concerne la redynamisation des centres-villes et des centres-bourgs. En tant qu'élu de la région, j'habite sur le Clermontois et je parle également au nom de Fatima Masso qui est également élue sur la région. Je ne pense pas qu'il y ait d'autres élus actuellement de la région Hauts-de-France. Je voudrais revenir sur la délibération que nous avons prise en début d'année, de mémoire, sur effectivement la redynamisation des centres-villes et des centres-bourgs. Alors, c'est vrai que c'est une délibération récente. Pour répondre à votre question, savoir si elle était connue, ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, sur l'Oise, et je parlerai que de l'Oise parce que je n'aurai pas forcément les chiffres sur l'ensemble de la région, mais à minima sur l'Oise, c'est entre 20 et 25 centres-villes ou centres-bourgs qui ont répondu et qui sont listés sur des projets en cours au niveau suivi au niveau des délibérations sur l'Oise. À l'échelle des Hauts-de-France, c'est 141 communes. J'ai pas le chiffre. Donc, et c'est la première phase que l'on vient de décider. Donc ça veut dire que oui, elle est connue des centres-villes et centres-bourgs. Et j'ai trouvé le commentaire de M. Petitpré un petit peu pessimiste en disant que ça ne va pas sauver forcément les centres-villes, centres-bourgs. Je crois qu'aujourd'hui, il faut qu'on mette en place ces politiques justement pour essayer de préserver et de sauvegarder le commerce en centre-ville, centre-bourg. Et si on peut aider tant au niveau de la région qu'au niveau de tous les autres organismes pour favoriser, pour éviter de prendre des terres cultivables pour refaire d'autres zones, c'est un plus. Je voudrais terminer en disant que pour aller au-delà, même il y a 10 jours, on a voté en session plénière une autre délibération qui ne concerne pas les centres-villes, les centres-bourgs, mais qui concerne les petites communes, pour préserver le dernier commerce. Et c'est une subvention qui est de 50% de la partie subventionnable pour aller maximum à 150 000 €. Ça veut dire que nous, en tant que région, on essaye au maximum de faire en sorte que le commerce local, le commerce en centre-ville, en centre-bourg, en centre-commune, puisse être préservé. Et pour image, j'étais hier soir à une inauguration dans un petit village qui s'appelle Baïval, où il y a une boulangerie qui vient de réouvrir. Voilà. Merci de ces précisions, de ces éclaircissements, madame. Puis Allez, on y va avec le président de l'EPFL de Martinique. Merci beaucoup. Ma question s'adresse à Monsieur le Président de la Commission nationale d'aménagement commercial. J'aimerais savoir si après plusieurs décennies d'observation, de critiques, d'analyse, vous avez pu définir une doctrine, une philosophie par rapport à la création justement de ces grands centres commerciaux qui s'érigent en véritable cathédrale le dimanche aux abords des grandes villes. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, nous avons la faiblesse de croire dans le monde des collectivités locales que c'est ceux qui font qui savent. Et plus d'une fois, j'ai pu me rendre compte de ce que des décisions négatives qui avaient été mises par les commissions départementales d'équipement commercial avaient été contredites par les commissions nationales, sur des bases que je ne comprenais pas toujours. Bon, on ne va pas revenir sur la chose jugée, ça a été fait, mais pour l'avenir, disposez-vous d'une véritable stratégie, d'une doctrine par rapport à cet état de fait. Et dernier point, je voudrais dire également que le développement
ne se fait pas de manière ex nihilo. Il s'inspire toujours de pratiques culturelles, de pratiques sociologiques, et j'en passe. Que des commerces soient fermés entre midi et 2, ça n'a rien de choquant, si c'est dans les pratiques de la région concernée. Donc là-dessus, j'ai envie de dire que prendre prétexte de cela pour pouvoir justifier la création de centres commerciaux, ça me paraît des fois un peu exagéré. Merci. Alors, sur la doctrine, y en a-t-il une? Et si oui, laquelle? Et comment se fait-il qu'il y ait de telles contradictions, nous dit le président, entre les décisions de la commission départementale et celles de la commission nationale? Alors bon, doctrine, c'est un grand mot parce que nous n'avons pas de position de principe, nous examinons chaque dossier. À l'aune des textes que nous devons appliquer, je le répète, c'est l'article du Code de commerce, je n'y reviendrai pas là-dessus. Oui, c'est une lecture juridique, c'est la Cour de cassation, voilà, d'une certaine parce manière. Que nous avons nous-mêmes, nous avons ensuite éventuellement un juge des décisions que nous prenons et nous essayons de faire en sorte que nous soyons le moins déjugés possible par rapport au droit. C'est une chose. Ceci dit, il est clair que la position de la CNAC aujourd'hui n'est certainement pas la même que celle qu'elle a pu avoir il y a 10 ans. Pour une raison simple, c'est d'abord que les textes ont changé et puis que le contexte lui-même a beaucoup évolué. On évoquait l'action cœur de ville. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, quand on a un dossier d'extension commerciale dans une commune qui a signé une convention, il y a pratiquement 80 chances pour cent que nous disions non. Je ne dis pas 100%, mais 80 chances pour cent que nous disions non. Il faut savoir aussi, car à vous entendre, on pourrait croire que la CNAC est beaucoup plus laxiste que les CDAC, c'est exactement l'inverse. Nous annulons plus de la moitié des décisions prises par les CDAC quand elles sont positives. Et très exceptionnellement, nous le faisons quand elles sont négatives. Et il est vrai que nous avons beaucoup moins de recours lorsque la décision de la CDAC est négative, parce que seul le porteur de projet est concerné. Alors que lorsque la CDAC donne un avis positif, c'est tous les concurrents. C'est les concurrents, bien sûr. Et les concurrents saisissent la CNAC, et on en est conscient, uniquement pour gagner du temps. Parce que chacun sait qu'il y a quand même un certain délai d'instruction, etc. Et la CNAC prend une décision, elle est ce qu'elle est, mais si elle ne convient pas à ceux qui ont saisi la CNAC, ils peuvent très bien aller devant le juge. Et ça fait encore gagner du temps. Donc on voit bien, et ça moi c'est ce qui m'a frappé quand je suis arrivé dans cette institution, c'est que nous sommes en charge du respect d'un certain nombre de règles en matière d'urbanisme, de protection du consommateur ou de défense de l'environnement, et que tous les recours qui sont faits sont des recours en fait économiques. Alors que l'économie nous est interdite dans les critères que nous devons apprécier. Madame. Merci. Je voulais juste rappeler un élément qu'on n'a pas forcément mentionné dans le débat, qui est qu'il y a eu quand même une dérégulation assez importante en 2008 du contrôle en fait des implantations de nouvelles surfaces commerciales, et que du coup il y a eu un rebond en fait de la construction à partir de 2008. Et donc aujourd'hui, certes, ça diminue un petit peu, mais parce qu'on en a construit énormément quand même dans les 10 dernières années. Et même les acteurs du secteur disent que la concurrence qui se font entre eux, parce qu'en fait, les extensions, c'est un moyen de gagner des parts de marché, que même ça, en fait, au final, ça leur tire une balle dans le pied à eux-mêmes, au final. Oui, c'est plus une logique de développement du marché, de captation d'une clientèle qui n'existerait pas et à laquelle il faudrait faire une offre. C'est une logique de concurrence frontale à marché constant ou même décroissant. Exactement, entre quelques grandes enseignes. Du coup, ma question elle est peut-être un peu bête, mais c'est est-ce que ce ne serait pas plus simple de faire un moratoire, tout simplement, sur toute création de nouvelles surfaces commerciales? Parce que manifestement, on en a largement assez, on en a même beaucoup trop, il y a une bulle spéculative qui est en train d'exploser là-dessus. Est-ce que ce ne serait pas le moment de faire un moratoire? Alors, proposition. Il y a déjà eu des moratoires sous Balladur, je crois, en 93-95. Bon, ça n'a fait que reporter le phénomène. Là, je pense que la régulation va se faire par la concurrence, et vous avez raison, les enseignes se tirent une balle dans le pied. Et il y a de la suroffre, et ils sont conscients, les parcs de magasins vont rétrécir. Voilà. Je voudrais quand même profiter que j'ai le micro pour vous dire que le souci de la reconversion de ces zones commerciales, je pense qu'il y a certainement une volonté politique qui va s'instaurer là-dessus.
Il y a les acteurs qui sont présents, les EPF, les SEM, les privés. Vous pouvez monter des partenariats pour amorcer la reconversion de ces secteurs commerciaux. Le problème, c'est la finance. Et j'ai une suggestion à vous faire. Vous savez qu'il y a une taxe qui est prélevée sur le commerce. Elle a été instaurée en 1973 avec la loi Royer. Ça s'appelait la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat. À l'époque, c'était taxe d'aide au commerce et à l'artisanat. Elle était bien ciblée vers l'artisanat et le commerce à l'époque. Et en 1995, l'État l'a glissée dans le budget général dans son budget général et a été désaffectée. Ça s'appelle la TASCOM. À l'époque, c'était une petite manne de 100 millions d'euros, donc c'était pas grand-chose, et ça alimentait le FISAC notamment, ou les PARECA, et la caisse de retraite des commerçants indépendants, seule caisse de retraite qui n'était pas déficitaire. Très bien. Aujourd'hui, cette taxe est une manne conséquente, puisque ce sont les magasins de plus de 400 mètres carrés, plus de 460 000 euros de chiffre d'affaires, et c'est 800 millions d'euros par an qui sont collectés. Et ça va à l'État. C'est vous, les acteurs des territoires, les collectivités locales, qui devez réclamer cette taxe et vous en servir pour amorcer la reconversion de ces zones commerciales. C'est cet argent qui sortirait et est réaffecté vers le commerce pour amorcer ces reconversions. C'est une excellente idée, mais moi qui la communauté vous avez la main sur l'antenne. C'est une excellente idée, hein, je note, et puis c'est pas la seule, mais je suis aussi élu à la com d'Aglo du Soissonnais, et la TASCOM, on en touche directement, nous, Aglo, une partie. Donc l'État en touche peut-être aussi un peu, mais... On va demander la totalité, parce qu'elle était fondée pour le départ, pour tout. Alors. Je ne savais pas que l'État en avait. Avez-vous d'autres interventions, questions là-dessus, ou voulez-vous qu'on passe à la table ronde suivante, celle qui porte sur les compensations environnementales? On passe à la suite. Merci beaucoup, Carole Bogart, directrice de l'agence d'urbanisme de l'Artois, au premier adjoint au maire de Soissons, Dominique Bonneau, au président de la Commission nationale d'aménagement commercial, Jean Girardon, et à Philippe Petitpré, consultant en urbanisme commercial avec sa société qui s'appelle Urbo.